Donc, je vous propose de commencer. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis Ahmed Bougzala, donc j'ai le plaisir aujourd'hui, comme les autres fois, de vous introduire notre intervenant d'aujourd'hui, qui est professeur Laurent Chancez Palencia, qui est directeur de recherche au CNRS. Il dirige l'équipe matière quantique au Centre physique théorique de l'École polytechnique de Paris. Il est également professeur chargé de cours à cette même école où il enseigne l'optique quantique, l'information quantique et la physique statistique. Et l'objet d'aujourd'hui, c'est de nous parler de la physique aux technologies quantiques afin d'appréhender l'apport du quantique aux technologies de l'information et distinguer les opportunités et les défis dans le domaine des technologies quantiques. Donc, Laurent, merci encore et je vous laisse. Vous avez 1 heure pour nous parler de ce sujet. Je pense le mieux, c'est de poser les questions à la fin de votre exposé. Comme ça coupe pas votre élan. Et puis, comme ça, on peut aussi noter s'il y a des questions. N'hésitez pas aussi de les placer dans le forum. On pourrait les poser à notre intervenant sans problème. Je crois qu'il y a des gens aussi de l'ANSSI qui sont connectés. Donc, vous êtes le bienvenu. Je crois que Narges, qui est notre interlocutrice de l'ENSIE, de l'ANSSI, donc qui est directrice de l'école qui est connectée. Bonjour Narges et bienvenue à tout le monde. Laurent, à vous. Merci. Donc, je partage mes transparents. Donc, mes transparents sont en anglais, mais je vais m'exprimer en français. Est-ce que vous voyez bien mes transparents? Oui, Oui, ainsi que le pointeur? oui. Ouais, c'est bon. Ok, donc j'en aurai besoin un moment. Très bien. Eh bien, donc bonjour à tous et à toutes. Donc, tout d'abord, je vous remercie de votre invitation à faire une présentation donc d'un point de vue physique des technologies quantiques émergentes. C'est un grand plaisir pour moi. J'aurais préféré évidemment le faire en présentiel, ce qui serait aussi plus facile dans une présentation qui ne va pas être trop technique pour interagir avec vous. Mais voilà, on est obligé d'être en distanciel, donc on va faire comme ça. Donc, je voulais vous parler donc, effectivement des technologies quantiques dont on entend beaucoup parler et qui suscitent un certain nombre de questionnements généralement autour de concepts étranges auxquels on n'est pas habitué dans le monde classique, comme les concepts de superposition d'états quantiques dans lesquels un système va pouvoir être à la fois dans deux états différents, l'exemple typique étant le chat de Schrödinger qui peut être à la fois mort et vivant, donc je vous en dirai un mot tout à l'heure. Donc, d'une part, essayer voilà, présenter sans équation, c'est ce qu'on m'a demandé, ces concepts de la physique quantique, et puis d'essayer de comprendre eh bien, ce qu'on peut en faire et comment est-ce qu'on peut les utiliser pour réaliser des tâches qui sont simplement inconcevables dans le monde classique. Donc, l'idée, c'est pas seulement de faire une accélération, mais vraiment de faire des tâches qui ne sont pas possibles dans un monde classique. Alors, donc la mécanique quantique, la physique quantique est longtemps restée enfin, un sujet de spécialiste, considéré comme une curiosité de laboratoire dans beaucoup de cas, et qui est souvent difficile à appréhender parce que elle manie des concepts qui n'existent pas à l'échelle classique, c'est-à-dire à l'échelle à laquelle on est habitué dans la vie de tous les jours. Ceci mène à une interprétation qui est souvent ésotérique de la mécanique quantique, mais qui s'appuie sur une théorie qui est extrêmement robuste et qui a été vérifiée sur de très grands nombres d'expériences et à des échelles extrêmement différentes. Donc je crois qu'il est bon de commencer par un très 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 bref historique de la mécanique quantique pour savoir de quoi on parle. Donc la mécanique quantique naît en 1900 autour d'une question fondamentale qui est celle qu'on appelle du rayonnement du corps noir.
Donc l'idée est qu'un corps quelconque, et par exemple ce stylo, qui est un objet parfaitement inerte, à n'importe quelle température, il va rayonner de l'énergie sous forme d'un rayonnement électromagnétique, c'est-à-dire d'ondes électromagnétiques. Ces ondes électromagnétiques peuvent être de différentes natures. La plus connue, c'est simplement la lumière. Cette lumière peut exister à différentes fréquences ou longueurs d'onde qui correspondent à des couleurs différentes dans le spectre. Les ondes électromagnétiques, c'est aussi ce que vous utilisez dans votre téléphone portable et sur les réseaux Wi-Fi. C'est des ondes qui sont de la même nature que la lumière, simplement à des fréquences différentes. Alors, dont les gens s'étaient rendus compte au 19e siècle, eh bien, c'est qu'un corps quelconque rayonnait une quantité d'énergie qui dépend de sa couleur, si vous voulez, de sa fréquence, et qui suit une loi parfaitement universelle qui ne dépend absolument pas de la nature du corps, mais uniquement de sa température. Et alors le problème, c'est que les théories classiques ne permettaient pas de comprendre ces courbes expérimentales. La théorie classique, elle est ici, vous voyez en bleu, très loin des courbes expérimentales. Et pour arriver à comprendre ça, donc Ernst Planck, qui est un physicien allemand, va proposer en désespoir de cause que l'énergie ne peut pas être transmise par quantité arbitraire, c'est-à-dire de façon parfaitement continue, mais uniquement par paquet d'énergie, et c'est ça qu'on va appeler les quanta. Et remarquablement, il arrive à reproduire les courbes expérimentales avec une extrême précision, et c'est ça la naissance de la mécanique quantique. Très rapidement, à partir des années 1910 et jusqu'à 1920, va se développer ce qu'on appelle la théorie ondulatoire de la physique quantique. On va se rendre compte très vite qu'on ne peut pas traiter les particules usuelles auxquelles on est habitué, comme les électrons ou les atomes, simplement comme des boules de billard, comme on le fait en physique classique, mais comme des ondes. Et ceci va avoir des propriétés remarquables, donc en particulier le fait que vous avez des superpositions d'états quantiques, donc à nouveau des états, des systèmes quantiques qui peuvent exister dans des états a priori incompatibles l'un avec l'autre, ils peuvent exister dans ces deux états en même temps. L'exemple étant donc le chat de Schrödinger, dont je vais vous parler tout à l'heure. À partir des années 20, en fait, en 1924-1925, se développe toute une théorie, donc tout des outils mathématiques pour traiter tous ces problèmes. Et l'essentiel de ce que nous connaissons de la mécanique quantique au niveau théorique est basé sur ces idées de 1924-1925. C'est un artifice mathématique, plutôt un bagage mathématique qui demande pas mal de technicité, qui va utiliser des matrices, des vecteurs, des choses comme ça. Donc vous voyez ici un exemple d'une équation que j'ai écrite au tableau il y a quelques années. Vous voyez que c'est assez compliqué. Je ne vais pas évidemment rentrer dans ces détails, mais le point à garder en tête, c'est que cette théorie mène à des prédictions qui ont toujours été vérifiées par une grande quantité d'expérience et qui n'a jamais été remise en cause. Sous cette théorie va permettre de comprendre la structure de la matière, la conductivité des métaux, le rayonnement donc du corps noir, et de donner lieu à des prédictions de nouveaux états de la matière, comme des états de supraconductivité, où la résistance des matériaux au passage d'un courant électrique va s'annuler en dessous d'une certaine température. Encore une fois, des choses qui sont à la fois comprises par la théorie et observées dans les expériences. Ce n'est qu'à partir des années 80 qu'on va se rendre compte que ces bizarreries de la mécanique quantique dont je vais vous reparler peuvent être utilisées pour faire des tâches inconcevables au niveau classique. Et on va commencer à imaginer des protocoles, des algorithmes qui utilisent les propriétés de la mécanique quantique, donc des superpositions d'états, pour réaliser un certain nombre de tâches. En parallèle, il va y avoir des développements extrêmement importants au niveau expérimental, et on va apprendre à contrôler la matière au niveau de particules uniques. Vous avez ici dans le coin un schéma d'expérience. Donc, ce sont des ions piégés. Donc, ces objets-là créent un champ électrique qui va piéger des ions que vous voyez ici. Ce sont les petites boules roses ou rouges qui sont là. On va les piéger à des endroits bien déterminés et on va pouvoir aller modifier leur état, les faire interagir en les éclairant par des faisceaux laser qui sont représentés par exemple ici. Et on va les contrôler avec un très fort degré de précision. Vous voyez ici que ces atomes-là, aussi, une fois qu'ils sont éclairés par des faisceaux laser, eh bien, on peut les voir à l'œil nu. Donc ça, c'est vraiment une image où on voit les ions qui fluorescent de l'énergie laser et on peut les voir directement. Donc ça, c'est des technologies qui ont été développées à partir des années 80 et 2000. Et puis la conjonction de ces idées pour faire des protocoles quantiques et des développements technologiques eh bien, donne aujourd'hui lieu à un potentiel technologique extrêmement important pour déployer ce genre de protocoles sur des systèmes fortement contrôlés
pour réaliser des tâches. Donc l'exemple typique est un premier embryon d'ordinateur quantique qui a été annoncé par Google il y a quelques années avec renfort de publicité. La réalité est un petit peu moins extraordinaire que ce qui est dit, mais qui est quand même une prouesse technologique tout à fait remarquable. Alors, pour comprendre un petit peu ce que sont ces superpositions d'états et d'intrications, je vous propose de commencer par un petit jeu très simple. Donc, on va considérer simplement un jeu de tennis. Vous avez deux joueurs, et en particulier le serveur qui va envoyer des balles. On va compliquer un petit peu cette expérience, et je vais placer un mur au niveau du filet, qui va être percé de deux fentes, qu'on appelle les fentes du Young. Donc ça, c'est une expérience célèbre qui a été réalisée, non pas dans le cadre d'un match de tennis, mais en optique. Et donc le serveur va envoyer les balles. Alors si on regarde le terrain de tennis depuis le haut, et qu'on suppose que le serveur est vraiment très mauvais, il va envoyer les balles dans des directions complètement aléatoires. La plupart des balles vont être perdues pour la science parce qu'elles sortent du terrain ou elles rebondissent sur le mur, donc elles ne m'intéressent pas beaucoup. Celle qui m'intéresse, c'est celle qui passe par l'un ou l'autre des deux trous qui ont été percés dans le mur. Alors quand on fait l'expérience, le serveur va envoyer une balle de tennis une à une. Il va envoyer une première balle qui va passer par exemple par ce trou-là en haut et qui va aller frapper le mur du fond et atterrir ici. Cette balle n'est pas forcément exactement alignée avec la trajectoire initiale parce que j'imagine que ma balle peut rebondir sur les bords du trou de façon à défléchir la trajectoire. Ensuite, le serveur envoie une deuxième balle, elle passe par exemple par ce deuxième trou, elle va être défléchie et arriver ici. Et puis on continue, on envoie balle par balle et on va comme ça accumuler des balles au pied du mur. Et ces balles vont s'accumuler, pardon, je suis allé un tout petit peu trop vite, voilà, vont s'accumuler essentiellement en face des deux trous. Si maintenant mes deux trous sont suffisamment rapprochés, je vais couvrir le mur. Aïe, 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 excusez-moi, je suis allé un peu trop vite, il faut que je reprenne là. Ils vont couvrir le mur de façon complètement uniforme. Donc je suppose qu'on s'accorde tous là-dessus, je ne peux pas tester puisqu'on n'est pas en présentiel. Une remarque utile pour la suite, qui est triviale dans cette expérience-là, c'est que si vous mettez un observateur qui va essayer de regarder par où la particule, donc la balle de tennis est passée, eh bien, il ne va pas modifier le résultat de l'expérience. Mais il est capable de suivre la trajectoire de la balle. C'est ce qu'on fait tous les jours quand on regarde un match de tennis. Alors après ça, les gens sont intéressés à savoir ce qui se passe si on fait la même expérience, mais non plus avec des balles de tennis, mais des particules microscopiques, en particulier des électrons. Pour ça, on va utiliser ce qu'on appelle un canon à électrons qui va être capable d'envoyer des électrons un par un. C'est extrêmement important qu'ils soient envoyés effectivement un par un. L'électron va traverser une plaque qui est percée de deux fentes qu'il va traverser et puis il va arriver sur l'écran. On va mesurer où est-ce qu'il est arrivé. Alors on fait une première expérience en lançant un premier électron et on trouve que l'électron, il va se placer par exemple ici. Donc là, par exemple, il est à peu près au centre de la plaque. Le point important, c'est qu'on trouve quelque chose qui n'est pas étonnant, c'est que l'électron est mesuré de façon ponctuelle. Tout se passe jusqu'ici comme si l'électron était effectivement une petite bille qu'on va détecter à une certaine position. Lorsque vous répétez l'expérience avec un deuxième électron, puis un troisième électron, un quatrième électron, etc., vous avez accumulé des données où vos électrons sont arrivés quelque part à une position aléatoire sur la plaque, et petit à petit, ils vont remplir tout l'espace, enfin toute la surface de la plaque de façon à peu près uniforme. Ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe lorsqu'on accumule vraiment beaucoup d'électrons. Et dans ce cas-là, les électrons ne vont plus se répartir de façon uniforme, mais ils vont se répartir autour de lignes brillantes que vous voyez ici, et très peu d'électrons vont arriver dans les zones sombres que vous voyez ici. Et là, la seule façon de comprendre le résultat de cette expérience, c'est de supposer que l'électron n'est pas une particule, mais une onde. En effet, ce type de figure que vous observez, c'est typiquement ce qu'on observe lorsque deux ondes interfèrent. Alors on baigne dans un monde où il y a des ondes de tous les types, donc je vous ai déjà parlé d'ondes électromagnétiques, mais le son, là, pendant que je vous parle, c'est une onde de compression du gaz qui nous sépare, qui permet effectivement de propager le son. Vous connaissez aussi d'autres ondes comme les vagues sur la mer. Et ces expériences d'interférence, vous pouvez les réaliser ce soir si vous voulez dans votre bain. Vous coulez un bain, vous séparez votre baignoire en deux parties par une paroi. Elle n'a pas besoin d'aller jusqu'au fond de la baignoire d'ailleurs, et vous la percez de deux trous. Vous générez ensuite une onde
linéaires, donc c'est des vagues bien claires, et vous les faites passer par deux trous, et bien vous allez voir que ce qui sort, ce sont deux ondes circulaires en face de chaque trou, et lorsque ces ondes se rejoignent, eh bien elles vont s'additionner. Et donc la hauteur de chacune des vagues le long d'une certaine ligne, eh bien elle va dépendre de la somme de ces deux amplitudes de vagues et typiquement créer un mouvement oscillatoire le long de cette ligne. Et ça, c'est typiquement ce que vous observez sur cette expérience. Et donc, c'est la raison pour laquelle on comprend que la propagation de l'électron est celle d'une onde qui passe à la fois par les deux trous. C'est la raison pour laquelle on dit souvent en mécanique quantique qu'une particule peut être à deux endroits à la fois. C'est que pendant sa propagation, l'électron doit être considéré comme passant effectivement par les deux trous. Ce concept-là, c'est ce qu'on appelle la dualité onde-corpuscule. Vous voyez qu'il y a une dichotomie dans le résultat de cette expérience. Lorsque je mesure un électron, je le vois comme une particule ponctuelle d'une petite bille. En revanche, pendant qu'il se propage, il se comporte comme une onde. C'est ça qu'on appelle la dualité onde-corpuscule. Ce genre de concept est généralement difficile à appréhender, parce qu'on a du mal à imaginer comment une particule ponctuelle passe par deux trous à la fois. Et la réaction usuelle, c'est d'essayer de faire la même chose que notre espion tout à l'heure, ou notre observateur tout à l'heure, et d'essayer de regarder par quel trou est effectivement passée la particule. Donc on peut faire ça dans des expériences, et il suffit de placer un détecteur sur l'un des trous, voire sur les deux, et puis pour chacun des électrons, regarder par où il passe. Si je fais ça, eh bien mon électron, il est effectivement ponctuel, parce que j'essaye de le détecter quelque part, c'est-à-dire sur l'une des fentes. À ce moment-là, je vois que l'électron est effectivement une particule, mais immédiatement, je perds la figure d'interférence et tout se passe exactement comme pour les balles de tennis précédemment. Donc ça, c'est une deuxième difficulté à appréhender en mécanique quantique, c'est que une mesure en mécanique quantique, elle vous donne une information sur l'état du système, mais elle vous donne une information qui est partielle. En particulier, lorsque vous demandez à la particule où est-ce qu'elle est, vous lui demandez une information partielle et ça ne vous donne pas tout l'état de la particule, qui lui qui couvre les deux franges. La deuxième propriété de la mécanique quantique, enfin d'une mesure en mécanique quantique qui est difficile à appréhender, c'est que la mesure elle-même vous modifie l'état du système. À partir du moment où vous essayez de savoir par où est passée la particule, vous modifiez son comportement, et si vous la détectez sur un des trous, eh bien elle se retrouve effectivement sur l'un des trous. Et ceci, bien qu'avant que vous ayez fait la mesure, elle ait été à la fois sur les deux trous, c'est ce que vous dit cette figure d'interférence. Donc voilà pourquoi est-ce qu'on parle de dualité onde-corpuscule et du fait qu'une particule peut être à deux endroits à la fois. Il faut distinguer ce qui est l'état de la particule et la mesure. Ceci conduit à tout un tas de conséquences surprenantes. Donc en particulier, si on généralise cette idée, eh bien si un système quantique peut exister dans deux états différents, que je représente ici par un point bleu ou un point rouge, eh bien il peut aussi exister dans une superposition de ces deux états, qu'on va représenter comme une somme de ces deux états, qui est l'équivalent des sommes des deux amplitudes de mes ondes dans ma baignoire. Vis-à-vis de l'expérience des trous de Young, le point bleu, ça représente une particule qui serait passée par le trou de gauche, le point rouge, une particule qui serait passée par le point de droite. Donc ces idées ont des conséquences extrêmement importantes. En particulier, c'est ce qui permet d'expliquer la structure de la matière. Donc, en particulier, vous avez ici un atome. Donc ça, on l'accepte, à défaut peut-être de le comprendre, on l'accepte au niveau microscopique. Lorsque vous voulez comprendre la structure d'un atome, un atome, c'est fait d'un noyau qui est fait de protons et de neutrons chargés positivement. Et puis il y a des électrons qui tournent autour, qui sont représentés par mes points gris ici. En physique classique, les électrons devraient s'effondrer sur le noyau. La seule raison pour laquelle ils ne s'effondrent pas, c'est les phénomènes d'interférence qui fait qu'ils ils doivent rester sur des trajectoires à une certaine distance, pour dire les choses simplement, du noyau. Ces propriétés de la mécanique quantique ont des applications, enfin, ou des conséquences, pas uniquement au niveau microscopique, mais au niveau macroscopique. Un exemple que j'aime bien, c'est celui d'une naine blanche. Donc ça, c'est un objet stellaire, donc c'est une étoile d'un certain stade de sa vie pour des étoiles pas trop massives, qui a typiquement la masse du Soleil et la taille de la Terre. Donc des objets extrêmement massifs, extrêmement denses. Eh bien, la raison pour laquelle cet objet-là, cosmologique, ne s'effondre pas, c'est parce que les électrons qui le constituent sont quantiques. Donc la stabilité même à ce niveau, à cette taille-là, donc encore une fois qui est la taille de la Terre, eh bien, est assurée uniquement par la mécanique quantique. Donc tout ça pour dire que la mécanique quantique est vérifiée à des conséquences non seulement à l'échelle microscopique, mais aussi à l'échelle macroscopique. Elle a permis
de comprendre tout un tas de phénomènes dans la supraconductivité, donc qui peut avoir potentiellement des applications extrêmement importantes. Si vous êtes capable de transporter du courant sans aucune perte en ligne, vous allez gagner beaucoup. Donc ça, c'est des questions qui intéressent évidemment l'EDF. Le problème, c'est qu'actuellement, c'est pas faire de supraconducteurs à des températures plus hautes que moins 100, moins 150 degrés Celsius. Donc difficilement applicable pour des lignes électriques. La théorie a aussi prédit, la cohérence de la théorie a prédit l'antimatière, qui a été ensuite observée dans des expériences. La théorie prédit aussi des nouvelles particules qu'on n'avait pas imaginées ni observées précédemment. C'est le cas du boson de Higgs, qui était prévu théoriquement dans les années 60 et observé en 2012, donc extrêmement récemment. Ça pour dire que c'est une théorie extrêmement robuste et qui s'applique à peu près toutes les échelles, du microscopique jusqu'au niveau cosmologique. Il y a aussi énormément d'applications de la mécanique quantique et une idée que je voudrais faire passer, c'est qu'on baigne en permanence dans des technologies qui utilisent la mécanique quantique sans vraiment le savoir. Donc on est en quelque sorte les Monsieur Jourdain de la mécanique quantique, on fait de la mécanique quantique sans le savoir. Le premier exemple, c'est le téléphone portable. Je suis à peu près sûr que vous avez un téléphone portable. Je suis convaincu que vous avez tous un ordinateur devant vous pour pouvoir m'écouter. Eh bien, tous ces ordinateurs sont faits de semi-conducteurs qui sont essentiellement des switches électriques, donc qui permettent de faire passer de l'électricité uniquement si vous mettez un champ électrique suffisamment grand. Et la raison pour laquelle il y a un gap, donc un saut à effectuer, eh bien, c'est assuré par des phénomènes d'interférence entre les trajectoires possibles des électrons à travers le semi-conducteur. Et donc là aussi, vous utilisez la mécanique quantique. Une autre application, eh bien, elle trouve sa source directement dans les origines mêmes de la mécanique quantique autour du rayonnement du corps noir dont je vous parlais tout à l'heure. On peut faire des caméras thermiques, donc ce sont des caméras qui vont permettre de mesurer la température d'objets. Vous avez ici l'exemple de la navette spatiale américaine, enfin, l'ancienne navette spatiale américaine qui est en train d'atterrir. On fait une image par cette caméra thermique et on repère des zones de chauffage, donc en particulier dans le nez, il y a beaucoup de frottement sur les particules de l'atmosphère, vous avez des zones de chauffage dans les moteurs, et puis au niveau des roues, lorsque la navette est en train d'atterrir. Et bien pour faire ça, on va utiliser le rayonnement du corps noir. Cette navette, elle a une certaine température, d'ailleurs certaines zones ont une certaine température, ils vont rayonner des ondes électromagnétiques selon une courbe universelle, et le maximum qui apparaît ici, il n'existe que parce que les photons, c'est-à-dire la lumière ou les ondes électromagnétiques qui sont envoyées sont quantiques, et ce maximum, il se trouve qu'il est à une longueur d'onde qui est inversement proportionnelle à la température. Donc en analysant cette courbe, en regardant où est le maximum, on regarde à quelle longueur d'onde est-ce que le maximum d'énergie est envoyé, et on en déduit la température de l'objet. C'est comme ça qu'on fait des caméras thermiques. Vous utilisez exactement la même chose lorsque vous allez vous faire vacciner. La première chose qu'on fait dans les centres de vaccination, c'est prendre votre température avec un thermomètre infrarouge. C'est exactement la même chose qu'il fait. Il va chercher ce maximum et en déduire la température. Donc vous l'utilisez aussi quand vous allez vous faire vacciner. Un autre exemple, eh bien, ce sont les horloges atomiques qui sont utilisées dans les systèmes GPS. Donc les systèmes GPS, les systèmes de positionnement, fonctionnent de la façon suivante. Quand vous êtes quelque part sur la Terre, vous allez mesurer votre distance à une batterie de satellites qui tourne autour de la Terre. Et en mesurant votre distance à au moins 3 satellites, eh bien, vous pouvez savoir où vous êtes par triangulation. Pour faire ça, il faut être capable de déterminer sa distance au satellite exactement au même instant, parce que sinon vous allez avoir une précision très importante sur votre position. Pour faire ça, il faut avoir une mesure du temps synchronisée entre les différents satellites. Et la façon de faire ça, c'est d'utiliser des horloges atomiques qui sont embarquées sur les satellites et qui utilisent des propriétés des états internes des atomes qui vont osciller de façon extrêmement régulière. Et c'est ça qui va définir le temps dans les satellites. C'est aussi ce qui définit actuellement le temps universel qui est gardé à l'Observatoire de Paris. Il utilise effectivement des propriétés quantiques des atomes. Un autre exemple, c'est la résonance magnétique nucléaire. Donc, quand vous allez faire un scanner, par exemple, vous utilisez des propriétés magnétiques des atomes. Et ça, c'est un des premiers exercices qu'on donne aux étudiants lorsqu'on fait de la mécanique quantique. Donc, vous avez des applications extrêmement importantes. Un autre sont les cellules photovoltaïques qui reposent sur ce qu'on appelle l'effet photoélectrique et ce qui sera à l'origine de la prédiction de la notion de photon, donc le fait que la lumière est composée de petites particules qu'on appelle photons.
Enfin, dernière application que je vous propose ici, c'est le laser. Donc, si j'étais en présentiel, ben, j'aurais un pointeur laser. Donc, c'est un exemple d'application des technologies technologiques du quantique. La raison pour laquelle on arrive effectivement à faire un laser, c'est parce que les photons ont des propriétés quantiques particulières, on appelle ça des bosons, qui fait qu'ils peuvent tous se mettre dans le même mode et créer un beau faisceau laser extrêmement cohérent. Et là encore, vous avez des applications en médecine ou en métallurgie ou dans bien d'autres domaines. Alors, ensuite, donc je voudrais maintenant, donc ça ce sont des premières applications de la physique quantique qui existent déjà, et ce qu'on va regarder actuellement pour les technologies quantiques, c'est des propriétés encore plus bizarres de la mécanique quantique, qu'on appelle l'intrication. L'intrication, elle découle simplement du principe de superposition qu'on a vu tout à l'heure, le fait qu'un objet peut exister dans deux états simultanément. Alors, il a été popularisé par Schrödinger qui haïssait les chats, et l'idée qu'il proposait, qui est une expérience de pensée, c'est de dire, eh bien, on va pouvoir créer un chat qui est à la fois dans un état superposition entre un état vivant et un état mort. L'idée pour faire ça est relativement simple au moins en principe. Vous allez utiliser une particule radioactive. L'idée, c'est que vous avez une particule radioactive, donc c'est un noyau atomique relativement gros avec beaucoup de neutrons, beaucoup de protons, et il va pouvoir se scinder en deux spontanément. Ce processus-là conduit spontanément, en fait, non pas au fait que la particule va se scinder ou pas, mais une superposition d'un noyau qui est intègre et d'un noyau scindé en deux. Si vous arrivez à coupler ces deux états à un dispositif qui va libérer du poison ou non, donc supposons que le processus radioactif n'a pas eu lieu, votre noyau est intègre, à ce moment-là, il ne déclenche pas un marteau qui va casser une fiole de poison. Si en revanche, il est dans un état où le noyau atomique a été scindé en deux, il va déclencher un dispositif qui va casser la fiole et tuer le chat. Et donc, vous voyez que si la particule radioactive est dans une superposition quantique d'un noyau intègre et de deux sous-noyaux scindés, eh bien, le chat aussi va être dans une superposition où il va être à la fois mort et vivant. Alors, il faut comprendre ce que veut dire cet état. Dans cet état, l'état du chat est totalement indéterminé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire s'il est vivant ou mort a priori dans cet état-là. Il est vraiment dans une superposition des deux, à la fois dans les deux. Néanmoins, si on ouvre la boîte et qu'on regarde si le chat est effectivement mort ou vivant, en quelque sorte, on lui pose la question, es-tu mort ou vivant? Si on fait ça, alors on va le trouver soit dans l'état vivant, soit dans l'état mort. Exactement de la même façon que dans mon expérience des trous de Young, si je mesure où est un électron, je ne vois pas directement une onde. Je le vois à une certaine position et pas une autre. Simplement, je vais le trouver aléatoirement à une position ou une autre, et le chat, je vais le trouver aléatoirement mort ou vivant. Et cet état est corrélé au fait que votre fiole de poison a été brisée ou non. Si le chat est vivant, la fiole est intègre et réciproquement. Et si la fiole est brisée, eh bien le chat est mort et réciproquement. Alors ça donne lieu à tout un tas de phénomènes étranges qui excitent beaucoup les gens. En particulier, imaginez que une fois que vous avez créé cet état de superposition, vous séparez spatialement le chat et la fiole. Vous les mettez extrêmement loin l'un de l'autre. Et puis vous allez regarder si la fiole est cassée ou non. Alors avant de regarder si la fiole est cassée, le chat lui-même n'a pas d'état indépendamment de l'état de la fiole cassée ou non. Je vais maintenant regarder si la fiole est cassée ou non. Je vais la trouver par exemple cassée. À ce moment-là, instantanément, le chat meurt. Si je la trouve intègre, à ce moment-là, instantanément, le chat devient effectivement vivant. Et il va rester vivant pour toujours. Alors, il ne va pas vraiment rester vivant parce qu'évidemment, il va vieillir, mais enfin, au moins, il ne sera jamais tué par le poison. Si je refais la mesure sur la même expérience, je vais toujours le trouver après la première mesure, donc je le trouve vivant ou mort. Une fois que la première mesure est déterminée, je vais toujours le trouver systématiquement dans le même état. S'il était mort, il va rester mort. S'il était vivant, il va rester vivant. Et on voit ici des paradoxes extrêmement importants, en particulier le fait qu'une mesure sur la fiole induit immédiatement une action sur l'état du chat sans qu'aucune information n'ait pu être transmise, parce que si ma fiole et mon chat sont suffisamment loin, eh bien, aucun signal ne peut relier les deux. Et ça, on peut le démontrer effectivement dans des expériences qui sont plus compliquées que les expériences du trou de Young que je vous ai montré, mais on peut le démontrer effectivement. On peut démontrer que cette action à distance est effectivement instantanée, en tout cas plus rapide que la vitesse de la lumière, c'est-à-dire plus rapide que n'importe quel signal classique qu'on peut imaginer. Alors la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on n'a jamais observé ou non un chat mort ou vivant?
Eh bien oui, on a déjà observé ça. Alors je vous rassure, pas avec un chat pour plusieurs raisons. La première, évidemment, c'est des raisons éthiques, pardon. On ne va pas le faire avec un chat, on ne va pas faire souffrir un chat à ce point-là. Une autre raison un peu plus pratique, c'est que pour savoir si le chat est dans un état superposition vivant ou mort, il faut que je sois capable, non pas de lui demander s'il est vivant ou mort, mais s'il est dans un état superposition de vivant et mort. Et ça, je ne sais pas le faire. Je ne sais pas poser cette question à un chat. Je ne sais pas regarder un chat et répondre à cette question. La troisième raison, beaucoup plus fondamentale, qui n'est pas uniquement pratique, c'est que le chat, ce qu'on oublie dans cette expérience-là, c'est que le chat va interagir avec son environnement. Et en particulier, il va interagir avec l'air qui est dans la pièce ou dans la boîte fermée. Et on sait aujourd'hui que cette interaction entre un système quantique et l'environnement, à peu près quel qu'il soit, va détruire les superpositions quantiques selon un phénomène qu'on appelle la décohérence. Alors je vous disais, a-t-on observé un chat? Ben oui, mais un chat de Schrödinger, mais pas avec un chat, avec des photons. Donc, ce qu'on va faire, c'est que dans des expériences, eh bien, on va créer des états de la lumière qui sont une superposition que vous pouvez vous représenter comme deux faisceaux laser dans des directions différentes. Et le faisceau est créé de telle façon qu'il ne soit pas soit dans l'un, soit dans l'autre, mais dans une superposition des deux états. Alors ça, c'est un résultat expérimental. Je vais vous dire grosso modo ce que ça veut dire, mais ça vous démontre que vous avez effectivement une superposition de ces deux états, donc de ces deux états de la lumière, qui sont des états mutuellement exclusifs dans un cadre classique. Donc c'est complètement équivalent à un chat mort ou vivant, qui sont effectivement exclusifs dans un cadre classique. Si un chat classique est vivant, il n'est pas mort, et s'il est mort, il n'est pas vivant. Ici, c'est un petit peu la même chose. Ce sont des états qui s'excluent. Et donc, on fait un certain nombre de mesures, donc là, sur lesquelles je ne rentre pas dans le détail parce qu'elles sont très techniques. C'est un cours de Master 2 que je fais, donc je ne vais pas vous l'expliciter ici. Mais la figure que vous observez ici vous montre, eh bien, ce pic-là correspond à un chat qui serait vivant, ce pic-là à un chat qui serait mort. Le fait qu'il y ait les deux pics ne vous dit pas que vous êtes dans une superposition, il vous dit que vous avez à peu près la même probabilité d'être dans un état vivant ou dans un état mort. Donc c'est le fait que ces deux pics sont à peu près les mêmes, mais ils sont à des places différentes. Et les places correspondent à vivant ou mort. Là où vous voyez que vous n'avez pas soit l'un soit l'autre, mais les deux en même temps, c'est que vous avez ici des oscillations qui correspondent à mes figures d'interférence que je vous montrais tout à l'heure. C'est des interférences un petit peu différentes, mais c'est la même idée. L'existence de ces interférences montre qu'effectivement, le chat photonique ici est à la fois mort et vivant dans une superposition des deux. Une autre chose qui est intéressante dans cette expérience, c'est que lorsqu'on attend, simplement, donc on réalise cet état, on le mesure, on voit qu'effectivement il est dans un état de superposition, et puis on attend. Et ce qu'on voit ici, c'est que les deux pics restent là. En revanche, les figures d'interférence disparaissent. Et ça, c'est la signature qu'il y a une transition entre un état classique, qui est une vraie superposition d'un état à la fois mort et vivant, et ce qu'on va appeler un mélange statistique. C'est-à-dire que le chat a maintenant une probabilité et demie d'être vivant, une probabilité et demie d'être mort, mais l'une ou l'autre. Simplement, vous ne le savez pas avant de l'avoir regardé, c'est l'une ou l'autre. Ce phénomène-là, c'est ce qu'on appelle la décohérence. Et dans cette expérience-là, elle est très rapide. Vous avez des temps ici, ça correspond, donc cet instant-là, c'est essentiellement l'instant t égale 0. Celui-là, c'est 50 millisecondes, ça veut dire un vingtième de seconde. Donc, dans cette expérience, les superpositions quantiques sont détruites en un vingtième de seconde, donc extrêmement rapidement. Pourtant, c'est un chat qui n'est pas très grand, hein, c'est un chat qui a une dizaine de photons, essentiellement. Alors, pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble, ça c'est un schéma de l'expérience, je passe. Ça, c'est une expérience réelle. Voilà ce qu'on utilise en pratique pour voir des superpositions quantiques et des chats quantiques. Donc, c'est une expérience qui est réalisée dans le groupe de Serge Haroche. Vous avez ici une photo de Serge Haroche, ici, qui a obtenu le prix Nobel de physique il y a 10 ans, en 2012, pour ce genre d'expérience. Et voilà le dispositif. Donc, vous avez ici une table optique. Doit y avoir un laser qui doit être ce petit machin bleu qu'on voit ici, qui va générer des photons. Vous avez tout un tas de dispositifs optiques, ce sont des lentilles, des miroirs, des interféromètres qui vont être là-dedans. Et puis à côté, vous avez tout un dispositif de cryogénie qui va servir à refroidir les systèmes à des températures extrêmement basses, donc plusieurs centaines de degrés Celsius, donc très proche de moins 273 degrés Celsius. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Donc, ça pour vous montrer, d'une part, qu'on peut observer l'intrication, on peut observer des objets bizarres qui commencent à ressembler à des chats de Schrödinger, que c'est néanmoins, ça demande quand même des dispositifs qui sont importants. Qu'est-ce qu'on peut en faire?
Alors, pour comprendre ce qu'on peut en faire, comme je le disais, c'est Richard Feynman qui s'en est rendu compte au début des années 1980. Et son idée, c'est que, eh bien, il y a ce qu'il appelle beaucoup de place en bas. Ce qui veut dire par là, c'est que il y a énormément d'états dans les états quantiques. Et ce qui veut dire par en bas, c'est à très très basse énergie. Alors, pour le comprendre, ben, on peut le comprendre relativement facilement. Je vais considérer une particule qui est caractérisée par une petite antenne magnétique qui peut être soit horizontale, soit verticale. C'est ce qu'on appelle un spin dans le jargon. Et je vais prendre grand N de ces particules, donc on va être 10, 100, 1000, ce que vous voulez. Et bien, chacune de ces particules peut être soit dans un état horizontal, soit dans un état vertical, l'un ou l'autre. Vous pouvez avoir toutes les configurations possibles. Donc, par exemple, vous avez toutes les particules qui sont dans une configuration horizontale, ou alors la première est verticale, toutes les autres sont horizontales, ou alors c'est la deuxième qui est verticale et toutes les autres sont horizontales, etc. Vous pouvez les lister toutes, vous pouvez en mettre plusieurs verticales et les autres horizontales, etc. Jusqu'à avoir listé toutes les possibilités où vous avez tourné les spins de chacune de vos particules. D'un point de vue classique, ça c'est représenté par n bits d'information. Ce que ça veut dire, c'est que vous allez lister pour chacune de vos n particules, il peut être dans deux états possibles, horizontal ou vertical. Et donc ça vous donne une quantité n d'informations. Lorsque vous êtes en physique classique, tous ces états peuvent coexister simultanément, ce qui fait que vous allez avoir des états qui sont des sommes de tous ces états. Vous pouvez même mettre des coefficients d'amplitude différents, c'est-à-dire qu'ils vont avoir des probabilités différentes d'être dans l'un ou l'autre de ces états. Et si vous faites le compte, vous n'avez plus besoin que de n nombres pour caractériser votre état, mais de 2 puissance n nombres pour caractériser l'état. Ce que ça veut dire, c'est que dans un cas classique, à chaque fois que vous rajoutez une particule, vous avez un nouveau nombre qui apparaît, soit un spin vertical, soit horizontal. Lorsque vous ajoutez une particule en quantique, vous multipliez le nombre d'atomes par 2. Vous lui ajoutez pas le nombre de variables par 2. Vous lui ajoutez pas 1, vous la multipliez par 2. C'est ce qu'on appelle une croissance exponentielle. Il faut se rendre compte que ça va extrêmement vite. Donc ça, d'un point de vue utilitaire pour les technologies quantiques, ça va être des ressources évidemment, parce que c'est des ressources dans lesquelles vous pouvez coder votre information. Pour n bits qu'on va appeler des qubits, donc des bits quantiques, en classique, vous avez n bits d'information, donc c'est quelque chose qui croît linéairement avec le nombre de vos objets quantiques. Lorsque vous êtes en quantique, ça croît exponentiellement extrêmement vite. Pour se donner une idée de ce que c'est, imaginez que vous avez 63 de ces particules. Le nombre de variables qu'il faut pour décrire cet état, c'est 10 puissance 19. Alors la raison pour laquelle j'ai choisi 63 et pas anodine, c'est que ça nous rappelle l'échiquier de Siza. Je vous rappelle ce que proposait Siza, il voulait se faire payer par un roi en Inde, et il avait demandé à être payé de la façon suivante, sur un échiquier qui a 64 cases, vous mettez un grain de riz sur la première case, 2 sur la deuxième, et puis vous doublez à chaque fois, donc 4 sur la troisième, 8 sur la quatrième, 16, 32, 64, etc. Si vous faites ça, vous arrivez à la dernière case, vous devez mettre 2 puissance 63 grains de riz, ça c'est 10 puissance 19, donc 1 avec 19 zéros derrière. La production mondiale de riz n'est pas suffisante pour faire ça. Donc vous ne pourrez jamais couvrir votre échiquier de cette façon-là. Il faudra en fait 1500 années de production de riz pour être capable de mettre le nombre de grains de riz que vous voulez sur la dernière case. Donc une croissance absolument énorme. Si maintenant vous utilisez 90 bits d'information, vous allez multiplier à chaque fois par 2, donc vous allez multiplier 27 fois par 2, et vous arrivez à 10 puissance 27 bits d'informations qui sont contenus dans votre état à 90 particules quantiques. 10 puissance 27, c'est le nombre d'atomes qu'il y a dans le corps humain typiquement, donc absolument astronomique. Si vous passez à 166, je vous dirai pourquoi j'ai choisi ces chiffres après, 166, vous arrivez au nombre de particules, d'atomes qui sont sur la Terre. Si vous mettez 166 de ces particules quantiques, vous avez une quantité d'informations qui est équivalente au nombre d'atomes qui constituent l'univers entier, 10 puissance 80. Donc une croissance absolument phénoménale, et vous voyez qu'avec un nombre relativement restreint de qubits, donc de bits d'informations quantiques, eh bien on peut avoir une quantité d'informations absolument démentielle. Alors ces chiffres-là ne sont pas anodins, donc 63 j'ai choisi parce que c'était l'échiquier de Siza, mais c'est aussi
pendant assez longtemps, typiquement le nombre de qubits qu'on était capable de réaliser dans des expériences, c'est à peu près le nombre de qubits qui a été utilisé dans l'expérience de Google il y a, je crois que c'est 4 ans si je me souviens bien, pour démontrer un avantage quantique. 90, c'est à peu près ce qu'on sait faire aujourd'hui de façon à peu près contrôlée. Donc on sait créer des états quantiques de l'ordre de 90. Je crois qu'il y a à peu près un mois, IBM a annoncé la formation d'un processeur quantique qui aurait environ 100 qubits. 166, c'est accessible. 266, c'est assez réaliste. Plus, ça devient difficile, mais ça, c'est des chiffres qui sont encore réalistes. Donc, vous voyez qu'on dispose d'une quantité d'informations extrêmement importante qui va permettre de réaliser des tâches absolument impossibles à imaginer dans un monde classique, une ressource d'informations importante. Alors, l'autre question, évidemment, une fois qu'on a ça, c'est est-ce qu'on est capable d'en faire quelque chose de cette quantité d'informations? Alors, c'est tout le développement des technologies quantiques actuellement dont on parle. Il y a des choses qu'on sait faire, il y a des choses qui sont effectivement déployées, donc on a déjà faites. Il y a des choses qu'on sait faire et qui vont probablement être déployées à un niveau qui reste à déterminer, des choses qui sont plus hypothétiques. Alors, il y a essentiellement 4 branches des technologies quantiques qu'on distingue en général. La première, c'est ce qu'on appelle la métrologie quantique. La deuxième, donc la façon de faire des mesures extrêmement précises qui utilisent les propriétés de la mécanique quantique. La deuxième, ce sont les télécommunications qui utilisent des protocoles quantiques. Tout ça, c'est des choses qui ont été mises en œuvre. Une autre, c'est la simulation quantique. Et enfin, le calcul quantique. Alors, je vais vous dire un mot de chacun, finalement, assez rapide. Donc, le premier, c'est ce qu'on appelle la métrologie quantique. Vous avez ici un dispositif qui permet de mesurer la gravitation. Donc, vous avez ici un dispositif qui est essentiellement ici, pour dire les choses simplement, ce qu'il réalise, c'est essentiellement une expérience de trou de Young avec des atomes. Donc, il va séparer des états qui vont passer par 2 trous à la fois avant de se recombiner. Et l'idée, c'est que le comportement des trajectoires des particules vont être affectés par la gravitation régnante dans votre système, qui va être différente suivant les trajectoires des particules. Et cette différence de gravitation entre les différentes trajectoires suivies par les particules vont modifier la figure d'interférence, donc typiquement celle que je vous ai montrée sur les trous de Young. Et à partir de la façon dont cette figure d'interférence est modifiée, on va pouvoir en déduire le gradient de gravité en un point donné de la Terre. Vous avez ici un déploiement qui est sur le mont Etna, en Sicile. Donc vous voyez que c'est une chose qui fonctionne effectivement, qui utilise l'industrie, en particulier Total. Donc, je salue Christophe Binot que j'ai vu tout à l'heure, en particulier Total pense à utiliser ce genre de choses. Je crois qu'ils ont acheté ou qu'ils vont acheter un gravimètre qui utilise des technologies quantiques. C'est extrêmement important, notamment dans la recherche de pétrole, parce que les nappes de pétrole vont modifier localement la gravitation de la Terre, la gravité de la Terre, mais de façon extrêmement petite, et on a besoin effectivement d'interférométrie avec des atomes pour arriver à déceler ces variations de gravitation, pour déceler en particulier des nappes de pétrole. Donc ça, c'est des choses qui existent, qui sont encore, donc qui fonctionnent bien, mais qui sont déployées uniquement dans des grosses industries. C'est encore des trucs qui coûtent extrêmement cher et qui sont très dédiés à des tâches particulières. On sait aussi faire, avec le même genre d'idées, des accéléromètres et des gyromètres. Donc des choses qui vont vous mesurer une accélération, qui vont vous mesurer des rotations. Ça, c'est extrêmement important, notamment pour les sous-marins nucléaires stratégiques en particulier, qui ne veulent pas utiliser le système GPS parce que ça les oblige à communiquer avec l'extérieur et donc potentiellement d'être détectés. Et donc une solution pour faire ça, c'est d'embarquer des gyromètres qui vont être capables, avec une très forte précision, de mesurer leur rotation, mesurer leur accélération pour suivre leur trajectoire et qu'ils sachent, sans référence à un GPS, exactement où ils sont. Ça, c'est des développements qui sont en cours actuellement. Un autre exemple d'application qui a été mis en œuvre et qui utilise des protocoles quantiques sont les communications quantiques. Alors, les communications quantiques, il y a 2 choses que l'on sait faire et qui ont effectivement été faites. La première, c'est ce qu'on appelle la cryptographie quantique, qui permet de sécuriser des communications quantiques à partir des propriétés intrinsèques de la mécanique quantique. À l'heure actuelle, les protocoles de sécurité ou de cryptographie, lorsque vous communiquez, quand vous cryptez un message, quand vous cryptez votre code de carte bleue, c'est basé sur le système RSA, qui consiste à avoir, par exemple, votre code de carte bleue. Donc, c'est un nombre que vous allez coder en binaire, et vous allez lui ajouter une clé secrète, qui est un autre nombre binaire. Excusez-moi, vous n'allez pas l'ajouter, vous allez le multiplier, c'est crucial. Vous allez le multiplier par
par votre clé secrète, vous envoyez le produit de votre message par la clé secrète à votre interlocuteur. Votre interlocuteur, s'il connaît la clé secrète, il est capable de refaire la division pour retrouver votre message initial. La cryptographie, une telle cryptographie repose sur le fait que si vous ne connaissez pas la clé secrète, il est extrêmement difficile de connaître les facteurs premiers qui vous ont donné le produit. C'est-à-dire que si vous avez deux nombres, vous les multipliez, ça c'est une opération très facile. Diviser deux nombres, c'est une opération très facile. En revanche, trouver qu'un nombre très très grand est le produit de deux autres nombres, c'est extrêmement difficile. Ce qu'on appelle un problème NP complexe, qu'on ne sait pas résoudre en un temps raisonnable, pour dire les choses simplement, avec des algorithmes classiques. Donc la sécurité RSA classique repose sur ces idées. Ici, on va utiliser la mécanique quantique de la façon suivante. Les interlocuteurs vont partager des paires intriquées. Donc dans ces états étranges, donc je vous citais par exemple intriqué, où par exemple à gauche, vous avez la fiole cassée ou non, et de l'autre côté, le chat qui est vivant ou mort. On ne fait pas évidemment ça avec des fioles et des chats, on fait ça avec des photons. Et on va les partager, et tout repose sur le fait que lorsque l'un des interlocuteurs fait une mesure de l'état dans lequel elle est la particule, eh bien immédiatement il va projeter un résultat de mesure au niveau du récepteur, et ces mesures vont être corrélées. Alors le point crucial, c'est qu'est-ce qui se passe si vous avez un espion sur la ligne? Eh bien, si vous avez un espion sur la ligne, il va, pour effectivement espionner, il va devoir regarder ce que vous êtes en train d'envoyer. À travers votre canal. Si regardez ce que vous êtes en train de regarder, en termes techniques, ça veut dire faire une mesure de l'état. Et si vous faites une mesure de l'état, vous modifiez l'état du système. Et si vous modifiez l'état du système, eh bien les résultats de mesure de l'émetteur et du récepteur ne vont plus être corrélés. Et donc ils peuvent se rendre compte comme ça qu'il y a un espion sur la ligne. Et ce qui est fantastique dans ce protocole de communication, c'est que ça repose sur les lois intrinsèques de la mécanique quantique. En d'autres termes, pour arriver à casser ce genre de cryptographie, il faudrait remettre en cause toute la mécanique quantique. Ce n'est pas forcément impossible, mais c'est très difficile, parce que comme je vous l'ai dit, elle a été testée sur des ordres de grandeur, et elle fonctionne très bien, et jusqu'à présent, jamais remise en cause. Donc tant qu'on ne remettra pas en cause la mécanique quantique pour des raisons de physique fondamentale, on ne pourra pas casser ce genre de cryptographie. Donc ça, c'est des choses qui ont été effectivement développées. Il y a eu des communications expérimentales qui ont été faites au sein du gouvernement suisse il y a quelques années. Il y a eu aussi des communications entre banques suisses. Je ne commente pas pourquoi des banques en Suisse, mais ça a été fait effectivement. Ils avaient effectivement besoin d'avoir un secret particulièrement bien gardé. Ils ont échangé comme ça des clés dans des états intriqués pour sécuriser absolument leur communication. Une autre chose qu'on sait faire et qui n'est pas développée au niveau encore de communication, mais qui est très important en vue du calcul quantique, c'est ce qu'on appelle la téléportation quantique. Donc une chose qu'on sait faire avec le même genre d'idées, d'états intriqués, eh bien on sait téléporter des états d'un endroit à un autre, téléporter l'état. Donc l'idée c'est que vous allez, votre émetteur et le récepteur vont partager une paire intriquée. L'émetteur va vouloir envoyer un certain état sur une particule. Il va faire une mesure particulière compliquée entre sa paire qui est partiellement intriquée et partagée avec son récepteur et la particule qu'il va envoyer, plus précisément l'état de la particule qu'il va envoyer. Et en faisant les choses correctement, eh bien, on peut transférer immédiatement l'état de la particule à émettre au niveau du récepteur. Et ça permet de faire une téléportation quantique. Alors j'insiste sur le fait quand même qu'il n'y a pas un transport de matière, c'est un transport d'information qui est réalisé instantanément par la mesure. Le protocole complet, en revanche, n'est pas instantané parce qu'il a besoin d'une communication classique pour être réalisé complètement. Je ne rentre pas dans les détails, mais c'est simplement que cette téléportation existe et a été mise en œuvre dans des expériences, donc elle est effectivement démontrée. Elle est extrêmement importante parce qu'elle permet de transférer une information quantique sans la connaître. Et c'est très important parce que si vous voulez transférer un état quantique, par exemple, entre deux ordinateurs quantiques, lorsque vous voulez communiquer entre deux ordinateurs quantiques, vous allez avoir besoin d'échanger des états quantiques, mais pour les connaître, il faudrait les mesurer. Si vous les mesurez, vous les modifiez, et à ce moment-là, vous les tuez complètement. Donc cette téléportation est très importante pour, a priori, pas des communications entre humains, des communications entre ordinateurs quantiques, elle est extrêmement importante. Une autre part des technologies quantiques qui a été développée, qui fonctionne très bien, même si elle a été déployée uniquement au niveau expérimental actuellement, ce qu'on appelle la simulation quantique.
L'idée de cette simulation quantique est la suivante. Vous avez des matériaux qui vont avoir un certain nombre de propriétés étranges. Donc, je vais représenter ici un matériau supraconducteur, dont je vais parler tout à l'heure. Donc ça, c'est une bande. C'est une bande qui est repliée sur elle-même, ce qu'on appelle un ruban de Mobius qui a une seule face. Et donc là, ici, je n'ai pas l'animation, mais vous pouvez voir que lorsque vous avez un matériau supraconducteur, donc vous refroidissez cet objet à des températures extrêmement basses, vous allez perdre toute résistance au mouvement, mais en plus, vous allez créer des champs magnétiques qui vont faire léviter le supraconducteur. Si vous donnez une petite pichenette à ce supraconducteur, eh bien, il va tourner autour de la bande de Mobius. Donc, de temps en temps, il va être en haut, de temps en temps, il va être en dessous, parce qu'en fait, il y a une seule face sur ce ruban de Mobius. Et ce mouvement va être essentiellement perpétuel, parce qu'il n'y a pas de frottement dans ce problème-là. Alors ça, c'est un problème qui est connu au niveau expérimental, qui n'est encore pas très bien compris d'un point de vue théorique, au moins pour les supraconducteurs qui ont une température de supraconductivité les plus hauts. Pour essayer de le comprendre, on va faire des modèles simplifiés. Si on essaye de reproduire exactement la structure de ce matériau, on va tomber sur des difficultés énormes. Vous avez typiquement 10 puissance 23 particules dans cet objet-là, donc ça veut dire 10 avec 23 zéros atomes. Ça contient une quantité d'informations absolument astronomique. Hein. C'est 2 à la puissance 10 puissance 23. C'est absolument démentiel. Vous ne pouvez certainement pas le coder dans un ordinateur classique qui a un nombre de données. Si vous estimez, c'est encore très optimiste, que vous avez un bit d'information par atome, vous avez de l'ordre de 10 puissance 23, pas beaucoup plus. Donc vous ne pouvez pas coder tout le comportement quantique de ce matériau. Pour faire ça, on va faire des modèles simplifiés. Mais même ces modèles simplifiés, on ne sait pas les réaliser, on ne sait pas les coder dans des ordinateurs classiques pour les résoudre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une expérience qui va reproduire non pas le matériau, mais le modèle lui-même. Et on va faire ça à partir d'atomes qui sont piégés dans des champs laser. Et on sait faire ça de façon très précise pour faire des choses qui ressemblent à des boîtes d'œufs, où vos atomes vont être piégés au fond de ces puits, et puis ils vont pouvoir sauter d'un puits à l'autre. Quand ils sont dans le même puits, ils vont interagir. Et ça va reproduire le comportement des matériaux. L'avantage de ce type de dispositif, c'est que refroidi à température extrêmement basse, on va pouvoir trouver l'état fondamental de ce système et essayer de comprendre dans quelles conditions est-ce qu'il va être effectivement supraconducteur. Ça va permettre par la suite de comprendre les comportements intrinsèques quantiques de la matière pour espérer par la suite synthétiser des matériaux qui vont avoir des propriétés, par exemple supraconductrices ou des propriétés magnétiques à la demande. Ce genre de processus repose essentiellement sur le fait que vous êtes capable de maîtriser une expérience et de contrôler la matière avec des champs laser. Donc ça, c'est des choses qu'on sait faire. Et un autre point, c'est qu'on sait refroidir à des températures extrêmement basses. Pour dire les choses simplement, lorsque vous refroidissez ce genre de système à des températures extrêmement basses, ce que vous allez chercher, c'est chercher l'état fondamental, c'est-à-dire l'état de repos de plus basse énergie de votre système. Et ça, c'est des choses qu'on fait très bien. Typiquement, ce genre d'expériences sont refroidies à quelque chose comme de l'ordre de 10 à 100 nanokelvin. Donc un nanokelvin, c'est un milliardième de Kelvin. Donc on est juste au-dessus des zéros absolus à 1 milliardième de degré ou 10, 100 milliardièmes de degré au-dessus des zéros absolus. Il faut se rendre compte que ces expériences réalisent les températures les plus basses dans l'univers. Même le vide de l'univers est plus chaud que ça. Le vide de l'univers, c'est quelques Kelvin. Le rayonnement diffus de l'univers, c'est j'ai oublié, c'est 2,7, 2,3 Kelvin, quelque chose comme ça. Ici, on a des températures qui sont milliardièmes du Kelvin. Il faut voir le degré de maîtrise de ces expériences, mais ça marche extrêmement bien. L'intérêt est que, essentiellement, pour dire les choses simplement, ce que vous faites ici, c'est une recherche de minimum. Ça, c'est un problème d'optimisation. Et donc là, il y a un potentiel de déploiement industriel qui est extrêmement important parce que tout problème que vous pouvez formaliser comme un problème de minimisation d'un problème ou d'optimisation d'un problème, si vous êtes capable de le coder comme un problème d'état fondamental d'état quantique, vous allez pouvoir le réaliser dans ce type d'expérience, refroidir à des températures extrêmement basses pour chercher quel est l'état de minimum. Des problèmes d'optimisation, vous en avez par centaines. Donc le problème célèbre, c'est le problème du voyageur de commerce, donc par lequel un voyageur de commerce doit passer par tout un tas de villes qui sont à des places différentes, et il faut chercher quel est le chemin qui va minimiser son trajet total pour passer par toutes les villes. Ça, c'est un problème, là aussi, NP complexe qu'on ne sait pas résoudre facilement avec des ordinateurs classiques. Si on pouvait le coder comme un problème de minimisation d'un problème quantique, eh bien,
on pourrait avoir la solution comme ça. Donc ça, c'est des problèmes qui intéressent en particulier des grands groupes industriels comme EDF ou la SNCF s'intéressent à ces choses-là. Pas eux-mêmes des simulateurs quantiques, mais ils travaillent avec des laboratoires qui les font, parce qu'évidemment, les problèmes d'optimisation sont essentiels pour eux. EDF veut optimiser sa distribution d'énergie, la SNCF veut optimiser la distribution de ses trains quand il n'y a pas de grève ou quand il n'y a pas de Covid. Et donc, ils sont effectivement intéressés par ce genre de problème qu'ils savent extrêmement difficile au niveau classique. Ils sont à l'heure actuelle obligés d'utiliser des grands clusters de calcul pour faire ça. On peut espérer faire beaucoup mieux avec ce type de technologie. Le dernier point, c'est les ordinateurs quantiques. Donc, les ordinateurs quantiques, c'est une forme évoluée de simulateurs quantiques, si vous voulez. Donc, ce sont des dispositifs qui vont utiliser des bits quantiques. Et donc là, il y a deux problèmes qui se posent. Le problème, c'est l'algorithmique, et le deuxième, la réalisation expérimentale. Donc ça, c'est l'image d'Épinal, ce qu'on vous vend dans la presse, si vous voulez, de ce que serait un ordinateur quantique, donc une belle puce qui utiliserait de la mécanique quantique. Ça, c'est la réalité. C'est à ça que ça ressemble actuellement un ordinateur quantique. Hein. Ça, c'est l'ordinateur ou le processeur de Google, il ressemble à ça. C'est un machin, là, au fond de ce truc-là, il y a le processeur quantique, il y a tout un tas de fils qui vont servir à amener du courant sur les différents qubits, qui va manipuler l'état de chaque qubit, les faire interagir. Tout ça est placé dans une grande boîte rouge là, qui est ouverte, mais on voit un autre bout du cylindre ici qui va le fermer, et puis ça va être complètement fermé parce qu'il faut refroidir ça à des températures extrêmement basses. Moyennant ça, on arrive effectivement à démontrer qu'on peut réaliser des tâches quantiques, mais ça demande pas mal de ressources. Le deuxième problème, c'est l'algorithmique dont vous avez déjà entendu parler. Donc ça, c'est quelque chose qu'on sait un peu mieux faire. On connaît certains algorithmes quantiques qui présentent effectivement un avantage. C'est-à-dire que si on était capable de manipuler les qubits quantiques, eh bien, on sait faire certaines tâches. Par exemple, donc le premier exemple important, c'est l'algorithme de Shor, qui permet justement de chercher les facteurs premiers dans un produit. Je vous parlais du cryptage RSA. Eh bien, un ordinateur quantique qui implémenterait l'algorithme de Shor reposant sur de l'intrication et des superpositions quantiques, eh bien, il serait capable effectivement de trouver les deux facteurs premiers en un temps très raisonnable, ce qui fait que si l'ordinateur quantique était effectivement réalisé, on pourrait implémenter ce genre de dispositif pour casser tous les codes RSA. Il y a d'autres codes des algorithmes qui existent. Il y a notamment un algorithme de recherche, qui est l'algorithme de Grover, qui permet de faire des recherches dans des bases de données de façon beaucoup plus rapide que la physique classique. Donc, il y a aussi un gain à utiliser des interférences entre qubits quantiques. Le problème, c'est que cet algorithme de Grover n'a pas un gain exponentiel, mais un gain qui est seulement algébrique. Donc c'est mieux que classique, mais quand même, c'est pas extraordinairement mieux. Tous ces algorithmes quantiques reposent sur l'idée que lorsque vous recherchez un résultat de mesure, enfin, lorsque vous voulez faire un calcul quantique, un calcul n'importe lequel, vous allez le décomposer en petites tâches. Et toutes ces petites tâches peuvent être faites en parallèle sur tous les états dans lesquels votre ordinateur quantique peut être superposé. Et moyennant qu'à la fin de l'envoi, vous touchiez, c'est-à-dire que vous faites la bonne mesure, de la bonne quantité, pardon, eh bien, il vous donne automatiquement votre résultat de mesure. Donc, c'est une sorte de parallélisation exponentielle de votre système en exploitant des superpositions entre les états des qubits. Alors maintenant vient le problème, donc tout ça c'est l'espoir, vient maintenant les problèmes. Quelles sont les estimations du nombre de qubits? Alors ça, c'est des estimations assez récentes. Pour pouvoir faire un ordinateur quantique avec des applications scientifiques, ce que j'appelle des applications scientifiques notamment, c'est la synthèse de molécules. Donc, par exemple, vous voulez faire un médicament ou une molécule chimique qui va avoir certaines propriétés à des fins thérapeutiques par exemple, et on estime qu'il faudrait quelque chose comme 50 000 qubits pour faire ça. Si vous voulez implémenter l'algorithme de Shor, donc qui va briser la cryptographie, il faudrait quelque chose comme 2 millions de qubits. Si vous voulez faire des applications vraiment importantes pour faire du design de matériaux, pour trouver des supraconducteurs, on estime qu'il faut environ 30 millions de qubits. Donc ces estimations sont un petit peu à la louche, mais enfin c'est quand même l'ordre de grandeur de ce qui est estimé actuellement. Le problème fondamental, comme je vous le mentionnais, c'est la décohérence dans des systèmes réels. Lorsque vous avez relativement peu de qubits, une cinquantaine, vous arrivez à contrôler la décohérence, c'est-à-dire que vous maintenez les états quantiques, mais le problème c'est que vos qubits vont interagir avec leur environnement,
Et cette interaction avec l'environnement, comme je vous l'ai expliqué, détruit les états quantiques, donc ça vous coasse complètement votre code quantique. Et donc le problème est d'arriver à réaliser des qubits qui sont suffisamment isolés de leur environnement pour ne pas avoir de décohérence. La raison pour laquelle on a besoin d'autant de qubits, c'est parce qu'en fait, on sait que ces effets de décohérence vont produire des erreurs dans le calcul, et la très grande majorité des qubits ne sont pas utilisés pour réaliser le calcul lui-même, mais pour corriger toutes les erreurs potentielles. Et c'est la raison pour laquelle on va avoir besoin de tous ces qubits pour avoir des développements vraiment utiles. Dans l'expérience qui a été présentée par Google il y a quelques années, oui, il montre une vraie suprématie quantique. Il faisait un calcul particulier et il montrait qu'il pouvait réaliser, alors je ne me souviens plus exactement des temps, en quelques secondes, quelque chose qui, par un ordinateur classique, disait-il, pouvait être réalisé en environ 10 000 ans. Juste après, très peu de temps après, IBM a montré qu'en fait, on peut le réaliser en quelques jours. Enfin, il y a quand même un gain. On passe de quelques jours à quelques secondes. C'est un gain important. Le problème, c'est que le problème traité ou résolu par Google est sans intérêt applicatif. Et la raison pour laquelle ils ont utilisé ce problème-là, c'est parce qu'il n'est pas très sensible aux erreurs. Et comme il n'est pas très sensible aux erreurs, on s'en fiche de faire les corrections essentiellement, et on peut avoir un avantage quantique sans faire trop de corrections. Mais il faut quand même garder à l'esprit que voilà les chiffres dont on va avoir besoin. Voilà ce que je voulais vous dire sur les technologies quantiques. Donc, j'ai essayé de vous faire passer des idées fondamentales sur ce que c'est que le monde quantique, qu'est-ce que ça veut dire exactement lorsqu'on parle de superposition d'états quantiques, le fait qu'un atome ou une particule ou un système quelconque peut être dans différents états, formant des superpositions ou des états intriqués type Schrödinger. Et puis, j'ai essayé de vous donner des idées sur qu'est-ce qu'on peut en faire. Donc des choses qui existent, en particulier, on sait faire des gravimètres, des gyromètres, des accéléromètres, on sait faire des communications quantiques, ça a été développé, on sait faire de la simulation quantique. Ce qui est le vrai défi actuellement, c'est l'ordinateur quantique, son problème étant la décohérence. Donc encore une fois, le fait que vos qubits vont interagir avec l'environnement. Pour vous donner une idée de la difficulté que ça représente, ce n'est pas simplement une difficulté technologique, c'est une difficulté intrinsèque. Lorsque vous avez un atome, vous le placez dans le vide, eh bien cet atome dans le vide interagit avec son environnement, il interagit avec le vide, et ça crée de la décohérence. Vous voyez, pour arriver à faire des ordinateurs quantiques à l'échelle macroscopique, il y a encore beaucoup de travail, mais les développements des dernières années montrent qu'il y a un espoir pour effectivement le développer. Je vous remercie.